Bonjour à tous, bienvenue au Paris Air Forum. Je suis Léo Barnier, je suis journaliste transport à la Tribune et merci d'être réunis ici avec nous pour parler des Jeux Olympiques à l'occasion de cette 11e édition du Paris Air Forum. Donc dans 43 jours maintenant, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va débuter. Cela représente plus de 10 000 athlètes, puis encore 4 400 autres à l'occasion des Jeux Paralympiques fin août. Ça représente surtout 16 millions de visiteurs attendus et donc d'immenses défis pour l'accueil de ces visiteurs et pour les transports français. Pour parler de ça, nous accueillons Anne Rigail, directrice générale d'Air France, Christophe Aniché, président directeur général de SNCF Voyageurs, et Edouard Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que les transports français vont-ils passer l'épreuve de ces JO? Et peut-être pour commencer, une petite question un peu collective. Donc c'est un mois et demi de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tout est prêt ou reste-t-il encore des choses à faire? Juste Alors, effectivement, est-ce que tout est prêt? Ce serait peut-être un peu ambitieux de dire que... Mais en tout cas, on se prépare depuis novembre 22. Donc, on a pris vraiment beaucoup d'avance, beaucoup d'anticipation, avec des ambassadeurs des JO, on en a 75 dans tous les métiers, qui ont essayé de regarder le niveau de dimensionnement de toutes nos ressources, de nos personnels, le travail sur les process. À l'époque, on avait assez peu de données. Aujourd'hui, à un peu plus de 40 jours des JO, nous avons traqué toutes les délégations, tous les athlètes qui vont voyager à bord d'Air France. Nous aurons le plaisir d'accueillir un athlète sur 5 à bord d'Air France. Évidemment, on passe de cette phase de définition des process, des dimensionnements, à une phase de test justement de ces process spécifiques. Nous avons eu la chance d'avoir l'expérience de la Coupe du monde de rugby et des para-athlétiques. Ça s'est bien passé, mais évidemment, la dimension des JO va être à découvrir. Mais oui, je crois que nous avons fait absolument tout ce qui était possible dans notre pouvoir pour préparer ces JO. Edouard Arkwright, vous êtes donc le premier point d'entrée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Parmi les principaux défis, on pense forcément à la concentration des flux dans l'accueil des délégations puis des spectateurs. Donc comment vous êtes-vous préparé à ça? Bien, bonjour à tous. Donc on a hâte d'y être désormais. On a d'abord eu une approche par les risques. Donc la question c'est identifier les différents risques selon les étapes et ensuite chercher à faire des plans de remédiation de ces risques. Si je prends chaque semaine, nous avons des délégations qui arrivent déjà. Donc l'enjeu sur l'arrivée, elle est de savoir que vous, Léo Barnier, grand athlète dans une discipline qu'il vous reviendra d'expliquer tout à l'heure à l'issue de cette table ronde, vous arrivez par Air France en provenance de tel endroit. Voilà. Et donc, si on le sait, vous serez bien accueillis. On s'assurera de la coordination avec Paris 2024, les services de l'État en matière de police, de douane, qui est un acteur extrêmement important de la réussite de ces arrivées, et surtout le transporteur, puisque la clé, c'est que vous puissiez partir avec votre bagage. Donc les arrivées, c'est une question de préparation, d'information, de circulation de l'information. Le départ est un enjeu, je parle des Olympiques, mais pour les Paralympiques, c'est à peu près la même chose. Le départ est un enjeu beaucoup plus complexe, puisque là, les flux vont être concentrés sur le 11, 12, 13 août. Et dans ces jours-là, notre priorité, c'est d'abord de servir les 350 000 passagers qu'il y aura à Charles de Gaulle et à Orly. Donc, certes, il faut qu'on puisse accueillir le monde comme il se doit, accueillir les délégations comme il se doit, et faire en sorte que tout le monde reparte avec un excellent souvenir de son expérience parisienne. Mais on a quand même 350 000 clients chaque jour, et je pense que ma voisine serait contente quand même que je lui rappelle qu'on va d'abord être attentif à eux. Donc, la manière de résoudre cette difficulté, c'était de sortir le flux des délégations et des athlètes du flux normal des passagers, en prévoyant d'abord un enregistrement déporté au village olympique, avec un effort exceptionnel de toute la communauté aéroportuaire, les compagnies aériennes, les assistants en escale, et puis tous les acteurs de cette chaîne du bagage, pour monter des zones d'enregistrement en 48 ou 36 heures
9 zones sur le village olympique et être capable de traiter le flux logistique de ces bagages et de ces athlètes dans une période où je vous rappelle que vous avez une ville de 15 000 habitants qui déménage en 2 jours et demi. Et ensuite de les accueillir sur l'aéroport Charles de Gaulle dans une salle dédiée dans laquelle pourront enregistrer ceux qui ne l'auront pas fait ou qui ont raté leur créneau, ou au contraire les autres qui se seront déjà enregistrés pourront attendre leur vol et vivre leur dernier moment à Paris dans une ambiance assez festive comme l'avaient fait nos collègues londoniens. Voilà, donc pour résumer, les infrastructures sont prêtes, les personnels sont recrutés, les process sont écrits. Il y a déjà des entraînements qui sont faits, on a des volontaires, donc il n'y a plus qu'un. Est-ce que, je reste quand même avec vous encore un instant, qu'est-ce que ça a nécessité en termes d'investissement? Peut-être des infrastructures ou ça a été vraiment du personnel, de la mise en place de procédures? Alors, on a 2 types d'investissements. On a des investissements qui du coup sont trouvés accélérés grâce au jeu. Donc, on a pu accélérer du déploiement de paraphes là où il en manquait. Il restait des endroits à tartiner encore, donc on a pu trouver des paraphes. On a pu accélérer la finalisation d'un nouveau terminal pour des publics privilégiés. Donc on a un certain nombre d'investissements qu'on aurait fait et qui se sont retrouvés accélérés par les jeux. Je pense que l'investissement le plus emblématique qui nous marquera tous et qui résumera d'ailleurs une partie de cette table ronde, c'est quand même l'arrivée de la 14 à Orly, où honnêtement on n'aurait pas eu les jeux, je pense qu'on n'y serait pas arrivé dans ces délais. Et puis après, il y a des investissements spécifiques de type refaire la salle spéciale pour que dans notre jargon on appelle la salle SH pour les départs des délégations. On ne l'aurait peut-être pas complètement fait, ou on ne l'aurait pas fait tout de suite, ou on l'aurait fait dans plusieurs années. Et puis il y a des investissements qu'on essaye de réutiliser. Tous les équipements du village olympique, on va les réutiliser. Les machines de sûreté qu'on va mettre sur la nouvelle salle SH, on va les réutiliser. La tente énorme qu'on va utiliser, parce que je vous ai parlé des athlètes, mais il y a les bagages, il va falloir quand même qu'on les accueille. Donc on a monté 2 bagages factory, l'une de 10 lignes de sûreté, l'autre de 5 lignes de sûreté, la première à Charles de Gaulle, la deuxième à Orly. Ces tentes-là, ces énormes tentes, on va la réutiliser, notamment pour couvrir tout notre matériel hivernal qui est à grand vent pendant toute l'année. Voilà. Donc on a essayé de faire en sorte que le coût des JO soit le plus faible possible et que les investissements chaque investissement qui soit fait puisse être réutilisé sur la plateforme au service de nos clients. Je vais redonner la parole à Anne Rigaille. Je suis désolé Christophe Aniché, mais on est au Paris Air Forum. Mais la SNCF va venir, il n'y a pas de souci. Donc les JO arrivent en plein été, qui est quand même la période la plus chargée pour vous. Qu'est-ce que ça a nécessité en termes de préparation, notamment pour garantir la robustesse de vos opérations dans ce moment-là? Alors effectivement, l'été est toujours un challenge pour une compagnie aérienne et les JO arrivent à l'exact pic absolu de l'année. Donc le challenge, c'était déjà finalement de retrouver le niveau d'activité que nous avions en 2019, puisque les compagnies aériennes ont rebâti finalement leur programme progressivement, et c'est le premier été pendant lequel nous retrouverons les capacités de 2019, alors que l'an dernier nous étions à 93%. Pour ça, on a eu un certain nombre d'embauches. L'an dernier, on a embauché 2000 personnes en CDI, dont 500 pilotes, 400 mécaniciens, donc des volumes assez énorme finalement. On a poursuivi ces embauches de pilotes, de mécaniciens pour retrouver nos capacités en 2024. On a rajouté, parce qu'on veut une robustesse opérationnelle, alors on la veut tous les étés, mais évidemment les JO nous amènent à prendre encore plus de marge. On a rajouté des personnels saisonniers, 850 hôtesses et stewards, 250 agents d'escale, vraiment pour être sûr de pouvoir résister encore plus que d'habitude, je dirais, aux différents aléas. Et on sait que notre industrie est soumise à de très nombreux aléas. Un des points très importants aujourd'hui, dans une tension de la supply chain dans toute l'industrie aérienne, c'est d'avoir aussi un nombre d'avions de réserve, donc les avions qui ne sont pas affectés à un vol et qui sont là pour remplacer un avion qui aurait un sujet de maintenance immédiatement. Et donc tous les jours, nous aurons 15 avions de réserve, 7 longs courriers, 8 moyens courriers. C'est plus de 2 fois ce que nous avions avant le Covid. Donc c'est évidemment un investissement et des coûts absolument énormes, mais dans la situation de tension de l'industrie, je dirais qu'on n'a pas vraiment le choix. Le reste, c'est plutôt classique, c'est comment faire en sorte que les autres clients, parce qu'on aura jusqu'à 125 000 clients par jour pour Air France, finalement, ils ne subissent pas les jeux.
et qu'on conserve la fluidité et un accueil, je dirais, à la hauteur de ce qu'on veut offrir pour l'ensemble des clients. Et pour ça, on a monté des cellules de coordination qui vont monitorer en parallèle de nos cellules, de nos centres de contrôle habituels, tout ce qui concerne les jeux, les athlètes. Voilà, pour vraiment avoir, je dirais, les deux process qui sont monitorés en parallèle. L'autre enjeu, c'est finalement que ces jeux restent une fête et pas seulement un casse-tête opérationnel et un challenge. Et donc on a beaucoup travaillé sur la fierté interne, les relais de la flamme, on a aussi des champions olympiques en interne qui nous font... Voilà. Donc pour que finalement tout le monde donne le maximum pour aborder ces jeux. Est-ce qu'on a entendu parler beaucoup de la cérémonie d'ouverture? Est-ce qu'il y a une crainte quand même autour de la journée du 26 juillet, notamment avec l'interdiction de vol? Je sais que c'est une question qui revient. Alors, elle ne devrait pas forcément revenir puisque effectivement l'espace aérien est interdit de 17h30 à 23h30, mais le programme a été aménagé depuis 6 mois. Donc on a annulé 300 vols, essentiellement des courts et moyens courriers, ce qui par définition veut dire que les clients qui ont un billet le 26 juillet ont leur vol garanti. Et donc tout a été anticipé pour bien informer nos clients. Donc non, vous pouvez venir à Roissy le 26 juillet et à Orly. Christophe Aniché, je l'ai promis, on va parler de train. Pour vous, là, il y a un enjeu quand même d'accueillir beaucoup plus de monde également. Je crois que vous avez une montée en puissance avec 4500 trains supplémentaires sur la période, mais aussi une gestion de flux assez différente de ce que vous traitez habituellement. Comment vous êtes adapté justement à ces enjeux-là? D'abord, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'inviter d'abord ici à Paris Air Forum et pour montrer, j'en profite pour Anne Rigail et Laura Creit, de montrer la complémentarité des modes. Donc pour une fois, la démonstration sera y compris physique. Pour répondre à votre question et puis pour commencer d'abord sur nous on sera prêts, on est prêts et comme le disait Laura Creit, on a hâte d'y être. Donc c'est une mobilisation de plus de 2 ans. Puisque pour faire du ferroviaire, c'est à peu près 2 ans pour anticiper le nombre de trains supplémentaires. Vous l'avez rappelé, c'est 4500 trains supplémentaires sur la période qui vont être injectés. C'est 20 sites olympiques en Île-de-France, 50 gares directement concernées. Mais pour nous, SNCF Voyageurs, c'est toute la France, parce que les Jeux Olympiques, c'est pas que l'Île-de-France, c'est essentiellement et beaucoup l'Île-de-France, mais c'est aussi toute la France. Et donc, on a mis des trains supplémentaires, des trains régionaux, des TER, c'est plus de 300 TER, c'est des TGV qui vont transporter les équipes. Donc, un athlète sur 5 chez Air France, mais nous, c'est toutes les équipes collectives qui vont être transportées. Donc, pour nous, ça a été d'abord des trains supplémentaires. Le sujet n'est pas pour nous le volume de voyageurs, mais véritablement le défi des flux qui vont être véritablement inédits. Si on regarde le Stade de France, aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on opère des grands événements et celui du Stade de France, on a l'habitude très régulièrement, 30 à 40 fois par an, de faire des Stades de France. Et bien cette fois-ci, on va faire 2 à 3 Stades de France par jour. Et c'est ça le défi des flux. Et donc 2 à 3 Stades de France par jour, ben c'est 2 à 3 fois une Coupe du Monde. C'est ça le sujet que nous allons avoir. Mais l'autre sujet, c'est des gares, comme la gare de Vert qui accueille tous les sports nautiques, où on va voir, cette gare aujourd'hui, c'est 3000 voyageurs par jour. Pendant la période des Jeux, c'est 30 000 voyageurs par jour. Donc c'est pour nous un défi, le défi d'une mobilisation. Nous, c'est plus de 8000 renforts collaborateurs qui vont aider l'ensemble des spectateurs à être très bien orientés. Et puis surtout, c'est, je dirais, une préparation sans faille de tonnes et tonnes d'exercices. Tout simplement parce que le métier, Anne Rigail le rappelait, c'est un métier aussi de gestion des aléas, parce que tout ce qu'on a prévu ne va pas tout à fait se faire comme c'est prévu, mais nous serons prêts. Je donne 2 ou 3 exemples. Sur des sujets d'infrastructure, on a une équipe dédiée avec un poteau, une caténaire pour pouvoir réparer en toute urgence. On a des dépanneurs qui seront sur place dans les gares. On va avoir partout la possibilité d'être renseigné dans plusieurs langues. Donc c'est un défi, mais c'est d'abord le défi de flux inédits pour nous, plus que le défi du volume. Très bien. Je vais tester la gare de Vers-sur-Marne, donc je pourrais vous dire si on a réussi à accueillir 30 000 passagers dans la journée.
Edouard Arkwright, Henry Guy, tout à l'heure vous avez mentionné l'enregistrement dès le village olympique, donc ce que vous appelez l'off-airport procedure. Donc je crois que vous entrez en phase de test actuellement. Quels sont les derniers points à vérifier à ce niveau-là? On a trois points encore d'attention. Je vais commencer par le plus trivial, vérifier qu'on va pouvoir brancher les machines, avoir la fibre et avoir la place, parce que le village olympique, pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas visité encore, est un village olympique qui est plus contraint que celui des années précédentes, des Olympiades précédentes. C'est un village dans lequel il y a eu, pour respecter les exigences de développement durable, des enjeux de maîtrise de surface qui sont tout à fait légitimes, mais qui fait que là où on installe nos zones d'enregistrement, vous avez la zone récréative de l'équipe de la joie de vivre, le distributeur du partenaire mondial du CIO, etc., etc. Donc notre premier enjeu, il est purement pratico-pratique. Être sûr qu'on pourra investir les lieux en temps et en heure et avoir les branchements, la qualité des branchements qui vont bien. Donc, je pense que ce sujet-là est aujourd'hui à peu près maîtrisé, mais il faut quand même en être certain. Et du côté de nos interlocuteurs olympiques, on a une très très bonne volonté, mais c'est vrai que ces enjeux un peu triviaux étaient peut-être passés pas complètement au même rang de priorité que pour nous. Le deuxième sujet, il est de faire en sorte que toutes les compagnies aériennes et tous les assistants en escale soient au rendez-vous de cet enregistrement des portées. Alors, avec Air France, ça se passe formidablement bien depuis le début, mais on doit rappeler en ce moment à quelques grandes compagnies aériennes mondiales qu'en fait, le succès des Jeux, c'est pour leur équipe, c'est pour leur pays, voilà, et si jamais je ne veux pas citer les pays, mais un grand transporteur d'un grand pays sportif ne souscrit pas, ne nous rejoint pas sur ce process, les athlètes du 10 pays vont attendre très longtemps à Charles de Gaulle et n'auront pas l'assurance que leur bagage voyagera avec eux. Alors au retour, c'est peut-être moins grave qu'à l'aller, mais enfin c'est quand même jamais une expérience très confortable. Donc le deuxième gros sujet, c'est de faire en sorte que, et je profite de cette occasion pour le redire, toutes les compagnies aériennes rejoignent ce Fairport. Les essais en escale sont au rendez-vous. La répartition des coûts a été calée. Enfin, voilà. Donc, et puis le troisième point d'attention, il va être dans l'exécution. Si l'équipe de tel pays a rendez-vous tel jour à telle heure, il a rendez-vous tel jour à telle heure. Et c'est ça qui permettra de ce que le flux logistique se passe formidablement bien. Et si jamais vous ratez le slot, vous vous retrouverez dans une zone d'enregistrement à Charles de Gaulle qui n'aura pas été calibrée ni dimensionnée pour pouvoir accueillir des trafics qui étaient prévus d'accueillir sur le village olympique. Donc ça nous amène à discuter avec chaque comité national olympique, avec chaque délégation, pour pouvoir faire un planning d'opération qui s'assure que le 11, le 12 et le 13 août, chacun puisse partir dans de très bonnes conditions. Henry Guy, je crois que vous êtes aussi très mobilisé sur cette question de l'off-airport procedure. Oui, alors c'est pas un process nouveau pour nous, puisqu'on le fait régulièrement lors de grands salons type maison et objets. Donc on est rodé sur la partie technique. L'enjeu, c'est effectivement la dimension et la discipline peut-être. On enverra 125 agents au village olympique. Et le sujet, c'est que ce sera ouvert 3 jours après les JO et 3 jours après les Jeux paralympiques. Donc on n'aura pas le loisir d'avoir une demi-journée de rodage. Il faudra que ce soit, je dirais, efficace immédiatement, d'où l'importance des tests et de vérifier que toute la logistique est totalement pareille au D-Day. Et est-ce que ça peut amener des idées pour mettre de tels dispositifs de façon pérenne à l'avenir? Il y avait un moment l'enregistrement à la gare du Nord. Est-ce que ça peut oui, ouvrir on des choses? avait testé effectivement avec la SNCF l'enregistrement gare du Nord. On n'avait pas eu les flux attendus. Aujourd'hui, on s'appuie sur All the Way qui fait de l'enregistrement dans différents lieux à Paris et on vient collecter les bagages avec une navette pour ensuite les injecter de manière sécurisée dans les trieurs de Roissy, ce qui permet aux clients de se débarrasser finalement de leur bagage s'ils quittent leur hôtel le matin et ils ont un vol par exemple le soir. C'est un process qui monte en puissance et je crois qu'il y a de l'avenir, voilà, mais il faut le faire connaître. Très bien. Christophe Fanichet, on le voit bien, donc naturellement ADP et Air France sont des partenaires indissociables.
Mais vous, est-ce que pour la SNCF, est-ce que justement ces Jeux olympiques et paralympiques ont été aussi l'occasion pour vous de renforcer vos liens avec l'aérien? D'abord, nos liens avec l'aérien, ils existent, enfin, je le redis et fortement, ils existent, ils sont nécessaires, attendus, voulus et souhaités. Voilà, je ne veux pas faire plus de mots que ça. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec Air France, avec beaucoup de sujets. C'est l'occasion pour nous de renforcer notre coopération avec Henry Gail. On se voit plusieurs fois par an dans des groupes de travail pour justement améliorer le lien entre l'air et le rail en tant que tel. Je pense que les JO nous permettent d'accélérer effectivement un certain nombre de sujets. Il y a encore de la fluidité à trouver sur nos sujets, mais je trouve que les JO auront été un accélérateur. Nous, le sujet qu'on a, c'est au-delà des travaux qu'on a, véritablement très grande proximité avec Air France, c'est la connexion avec Roissy. On le sait, par exemple sur les JO, c'est 650 RER supplémentaires pendant cette période-là pour améliorer la desserte, parce que je le rappelle que dans Paris 2024, ce qui a été dit, c'est que Paris 2024, ça sera les premiers JO en transport public. Et moi, j'entends, au titre de SNCF Voyageurs, un des acteurs de cette excellente connexion. C'est un travail qu'on fait régulièrement avec Edouard Arkwright. On a les points réguliers, les trains, les gares, l'accessibilité tout au long du parcours. Donc oui, je peux vous garantir que les JO ont été un accélérateur. Et oui, si ça nous permet d'avoir une meilleure coordination, c'est ce que nous aurons fait pour les JO. D'accord. Est-ce qu'il y a eu tout de même des travaux, des réalisations qui ont été faites au niveau de cette gare RER CDG ou peut-être au niveau de la gare TGV, ou c'est peut-être des choses qui peuvent être justement envisagées dans le futur? Le vrai sujet pour nous, mais je pense pour mes deux collègues, c'est surtout l'accès et la bonne connexion entre l'aéroport et le RER. Le type de transport, que tous les voyageurs prennent bien le pass JO pour pouvoir accéder facilement. Nous, notre travail pour SNCF Voyageurs et pour tout le groupe, c'est de s'assurer de la fluidité entre le terminal et la gare, puis le train. Et c'est ça ce travail que nous avons fait avec Île-de-France Mobilité pour retrouver par exemple le type de transport qui est le pass JO, qu'il faut absolument qu'il soit pris le plus tôt possible, parce que, comme je le disais dans mon propos introductif, notre sujet, c'est véritablement le défi des flux, avec une population qui ne connaît pas forcément très bien les transports en commun, et en particulier ceux de l'Île-de-France. Donc avec Île-de-France Mobilité, avec ADP, ce travail, on les met main dans la main, on a fait des tests, on a encore des progrès à faire, on le voit. Nous, ce qu'on espère, c'est que les JO soient aussi un accélérateur de cette meilleure fluidité dans la connexion aéroport, gare, train. Donc vous parlez de flux très importants, de gens qui ne vont pas forcément connaître les transports parisiens. Donc tout ça pose la question de la qualité de service qui sera scrutée de près. Donc je m'adresse à vous trois. Qu'avez-vous déployé justement en termes d'effectifs? On a commencé à en parler, mais peut-être de services ou d'innovation pour assurer la réussite de cette qualité de service. On va continuer avec la SNCF. Comme je le disais tout à l'heure, d'abord c'est une mobilisation générale de tout le groupe. Les JO vont être une très très belle fête, mais pour nous ça va être un moment de mobilisation générale. Edouard Arkwright le rappelait, on a hâte d'y être, on a fait plusieurs répétitions. Aujourd'hui, tous les agents de SNCF sont mobilisés pour ça. On aura 8000 collaborateurs pour accueillir dans nos gares et dans nos trains et faciliter l'accès. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être, par exemple, plus près du terrain? C'est par exemple, on a mis en place pour plus de 50 000 de nos collaborateurs un outil qui est TradSNCF pour pouvoir traduire dans 130 langues quelque chose que nous n'avions pas. Et c'est un pari, j'espère qu'il sera gagné. On l'a vu pendant la Coupe du Monde de rugby. Ça fonctionne très bien. Donc oui, c'est une mobilisation générale. C'est des milliers d'agents. Les congés qui ont été reportés de telle façon à ce que tout le monde soit sur le pont, du conducteur de train au contrôleur, aux agents d'escale. Et puis, c'est des sujets qu'on a accélérés. On a parlé tout à l'heure de la ligne 14. Pour nous, c'est EOL. Et EOL, c'est traverser Paris de bout en bout. C'est grâce aux JO que ça sera fait. Et les JO en sont les premiers bénéficiaires. Mais je dirais surtout que tous les franciliens en auront ce premier héritage. D'autres initiatives? Oui, outre le fait d'avoir effectivement des agents d'accueil dans tous les sites qui vont se démultiplier, et puis il y aura nos terminaux, le terminal
spécial, la satellite hôtel pour les spécialistes qui accueillera les délégations, être présent au village olympique. On a une innovation qui est permanente, qui n'a pas forcément été pensée uniquement pour les JO, mais j'en donnerai un exemple. L'IA générative ouvre beaucoup de portes de support finalement à nos agents d'accueil qui sont tous dotés d'iPad, et donc on va leur mettre en service un outil qui s'appelle Pamelia, qui appuyé sur l'IA générative, qui permet de pouvoir répondre à la question d'un client, je dirais, en allant piocher dans l'ensemble de nos bases de données propres en environnement privé et pour pouvoir amener la réponse très rapidement à un agent sur des questions complexes de formalité, de bagages, etc. Et l'avantage de l'IA générative, c'est que vous avez la réponse en 85 langues, donc c'est effectivement très pratique quand on accueille le monde entier, et on peut avoir une réponse vocale. Donc effectivement, ces outils-là, je pense, vont se démultiplier. Moi, je vais être un peu plus dans le dur. Je vais donner un seul exemple qui est, qui est moins visible du client, évidemment, qui est le travail qu'on a fait grâce à EonaX et avec l'aide des compagnies aériennes, d'Île-de-France Mobilité, de Renault, de Paris 2024, de tous les prestataires logistiques, qui est en fait le partage de données permettant d'abord de réaliser le parcours continu pour le flux logistique du village olympique jusqu'à l'aéroport, et de simuler avec des outils, là aussi, d'intelligence artificielle, les différentes situations de crise qui peuvent être les nôtres. Et ce partage de données, ça a l'air simple, dit comme ça dans une phrase, dans une salle, mais enfin, je parle notamment devant Christophe, qui est un spécialiste du numérique et qui s'est longtemps occupé formidablement bien du numérique à la SNCF. Ce partage de données, c'est faire en sorte que nous ayons une donnée qui soit qualifiée, standardisée, avec le même langage, capable d'être partagée dans un même entrepôt, accessible pour des cas d'usage déterminés. C'est pas complètement simple. Donc on l'utilise pour deux sujets. Le premier, c'est, je l'ai mentionné, le passage des délégations et le suivi du flux des bagages et des délégations entre le village olympique et l'aéroport. Ce qui va permettre de savoir si jamais tout d'un coup vous avez un camion qui tombe en panne, un rond-point qui est bloqué, un feu rouge qui décide de ne pas se mettre au vert, que toute la chaîne ne soit pas engorgée. J'ai rappelé, on déménage une ville de 15 000 habitants en un jour et demi. Et de simuler ce qui peut se passer dans un terminal, une panne d'un trieur à bagages. Donc ça nous aide à prévoir ces éléments. Et puis, cet outil est également utilisé pour les Jeux paralympiques, pour proposer à tous les prestataires d'assistance pour les personnes en situation de handicap la connaissance des parcours, le partage de la prise en charge, y compris lorsqu'on est deux opérateurs. Je pense à l'intermodalité. Nous avons deux types de prise en charge selon que c'est un client de la SNCF ou d'un transporteur aérien. Et donc, le client, lui, il n'en a rien à faire de savoir si le comique pour initier qu'en fait, il y avait deux transporteurs, deux cadres de marché, deux prestataires, deux prestations qui ne sont pas de même nature. Donc, on a utilisé également ces outils de partage de données pour pouvoir tester à la gare de CDG2 avec SNCF Voyageurs et puis SNCF Gare et Connexion, la prise en charge en continu des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, deux exemples, plus dans un peu l'arrière-cour, mais où les JO vont nous permettre d'avancer très vite sur un dossier qui était complètement embolisé, qui est le partage de données entre acteurs du transport. Justement, vous avez commencé à le mentionner, l'accueil des personnes handicapées ou à mobilité réduite, même plus largement les personnes en situation de handicap et de arkwright. Comment vous avez mentionné cette initiative? Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives au niveau des aéroports parisiens pour s'adapter justement à ces flux? On pense bien sûr aux spectateurs et ainsi qu'aux athlètes. C'est le premier héritage pour nous. L'attention portée aux personnes en situation de handicap, c'est le premier héritage. C'est un enjeu qui justifie que tout le monde se mobilise. On a 10% de nos clients qui sont en situation de handicap. Et donc, ça nous a amené, je pense, à se mobiliser collectivement pour aller franchir la marche du dessus. Un chantier nous a particulièrement occupé avec Air France, et je remercie vraiment Anne et ses équipes, qui est le fauteuil en passerelle. Je laisserai peut-être en parler.
Mais au-delà de cette initiative-là, c'est formation de tous les collaborateurs sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. C'est handicap visible, handicap invisible. C'est le collier tournesol, pour ceux qui ne savent pas, sur le handicap invisible. C'est les salles de change, c'est les salles pour les chiens, c'est la photosensibilité et globalement l'ultrasensibilité et les quiet rooms. C'est le fait de revenir sur des basiques et permettre, par le biais des formations d'un certain nombre de nos prestataires et de nos partenaires, avec des athlètes en situation de handicap, de revenir sur certaines situations vécues. On a mis en place une gouvernance spécifique avec un comité consultatif des personnes en situation de handicap, dont la 5e réunion se tient cet après-midi, qui nous a permis de faire des parcours, qui nous a permis de faire remonter toutes les associations. Bref, je ne sais pas si on va y arriver. Je suis sûr que là, on est à un niveau de mobilisation qui est on ne peut plus soutenu, et je suis certain que ça sera le vrai héritage des Jeux. Sur le fauteuil, je pense que c'est formidable ce que vous avez fait. Donc. Oui, alors, juste un chiffre, je disais qu'on avait un athlète sur 5 qui voyageait sur Air France, mais quand on regarde les para-athlètes, c'est 35%. Donc, il faudra accueillir ces para-athlètes et l'ensemble des passagers en situation de handicap, évidemment, avec le meilleur du savoir-faire. Et, comme le disait Édouard, passer un cap. Donc, pour nous, ça consiste à renforcer un call center dédié aux passagers en situation de handicap, Saphir, qui permet de les aider dans leur réservation, de les aider dans la déclaration des spécificités de leur voyage pour que tout soit anticipé au maximum. Et puis l'enjeu majeur, ça peut paraître simple, mais en fait, logistiquement, c'est un Everest. C'est la capacité à l'arrivée d'un client en situation de handicap de restituer sa chaise personnelle juste en porte d'avion, son fauteuil personnel, tu as raison, on dit fauteuil personnel. Et très clairement, pour des questions évidentes de confort, être sur son fauteuil personnel n'a rien à voir avec le fait d'être sur finalement un fauteuil générique. Et ça, il faudrait arriver à le faire, à la fois à l'arrivée et au départ. Alors, ça paraît simple, mais quand vous avez un volume de 30 fauteuils à transporter avec un ascenseur en passerelle, qu'il faut amener ça en bout d'avion pour les charger, c'est effectivement un orchestre entre les différents prestataires et une course contre la montre pour réussir finalement à finaliser ça. Et on veut passer effectivement une étape et pouvoir proposer de plus en plus ce service. Effectivement, si vous arrivez à le faire pour 30 para-athlètes, peut-être que dans les vols plus réguliers par la suite, avec 1 ou 2 athlètes, c'est quelque chose qui est amené à être pérennisé. C'est l'ambition, donc voilà, ce sera un énorme test sur la robustesse du process. Juste pour rebondir sur l'accessibilité, je rebondis sur ce que vient de dire Édouard, je pense que c'est un très gros héritage pour nous tous. Arrêtons-nous 2 minutes, profitons des JO pour que l'accessibilité soit mise sous la lumière. Et je pense que toutes nos entreprises y travaillent beaucoup et dans l'ombre. Je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques nous auront permis de l'accélérer. Vous l'avez dit pour la partie aérienne, pour la partie ferroviaire, aussi bien dans les trains que dans les gares. Toutes les villes hautes, toutes les gares seront accessibles. Et ça a été un défi pour nous parce que c'est de l'infrastructure. Tu l'as dit, Édouard. Dans les trains, c'est de la même façon, avec des personnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Et moi, je suis très heureux sur ce point, et merci beaucoup pour cette question. C'est un héritage très important. 240 gares en Ile-de-France sont accessibles, 95% pour les RER. C'est un élément extrêmement important de l'héritage, bien plus que tout le reste pour moi, en tout cas, pour nos situations de handicap, en tout cas. Et si je peux me permettre sur un autre point, dans les héritages pour nous, on aura, au-delà de l'hospitalité, qu'on doit toujours améliorer, du parcours client qu'on doit toujours améliorer. C'est un élément sur lequel il y a encore plus de lumière, donc on doit être encore meilleur. Et on sait qu'en tout cas pour l'entreprise que je dirige, on a encore des progrès à faire. Nous, il y a un sujet qui nous a préoccupés autour du défi de l'affluence. C'est un sujet où les trains sont souvent complets ou très chargés. Sauf qu'on s'aperçoit que ces trains complets ou très chargés, ils sont très chargés en début de train parce que les voyageurs veulent être vite dans le métro, vite sur un autre RER. Et là, avec de l'intelligence artificielle, ce qu'on a expérimenté, c'est de pouvoir scanner le train
et de regarder si le train est vraiment complet ou s'il est complet sur les 2 ou 3 premières voitures. Et de pouvoir l'indiquer sur la station d'après. Et donc on regarde, on scanne et on sera capable de vous dire, la station d'après, les 2 ou 3 premières voitures sont complètes, mais les 3 dernières voitures sont quasiment vides. Ça a un effet très important pour les voyageurs au moment des Jeux Olympiques, de mieux se répartir sur le quai. Mais ça, c'est quelque chose qui est très attendu, je dirais, des Franciliens. C'est 3,5 millions pour SNCF Voyageurs tous les jours. Si on leur dit que votre train que vous voyez bondé, en fait, non. Oui, les 3 premières voitures, mais les 3 dernières seront plus libres. Je pense que c'est aussi une forme d'héritage que l'on a appris avec la gestion des flux. Très bien. Un autre défi, un de plus, ce sera aussi la question de la sécurité, de la sûreté. Edward Arkwright, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières à ce niveau-là ? Bon, la sécurité, c'est un enjeu de l'État, hein, donc de ce point de vue-là, je ne vais pas parler à la place de l'État. Sur la sûreté, où on est délégataire, où la compétence vous a été confiée par l'État, il y a deux initiatives peut-être à mentionner. La première, c'est les clôtures périmétriques. Donc on a refait un certain nombre de clôtures périmétriques après. Donc la clôture périmétrique, c'est ce qui permet de différencier la zone réservée de la zone publique, y compris dans les endroits où c'est pas complètement évident, donc autour des pistes par exemple, ou autour des infrastructures industrielles. Et donc j'attire juste l'attention notamment des spotters dans cette salle, puisqu'il y a peut-être des amateurs, que attention, désormais nous allons avoir beaucoup de clôtures électrifiées. Voilà, donc normalement il y aura les panneaux, mais juste attention, ceux qui avaient l'habitude de prendre appui sur le fil, maintenant il ne faut plus trop le faire. Voilà. Donc c'est un exemple important parce qu'en fait c'est un sujet de sûreté important. Voilà. Et puis on a continué à travailler sur les sujets de drones qui nous occupent depuis très longtemps, comme vous le savez. Christophe Fanichet, je crois qu'aussi un des risques, c'est les cybermenaces. Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières à ce niveau-là ? C'est pas évident de répondre à cette question en disant que oui, bien sûr, sans rien dire juste derrière, mais oui, enfin, aujourd'hui, on est très attentif aux cybermenaces et à aux attaques cyber. Notre groupe est particulièrement attaqué, mais comme tous les autres groupes. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de dispositions, effectivement. Ça passe par exemple sur le fait qu'on a gelé toutes nos applications depuis maintenant quelques jours. Il n'y a plus d'évolution sur nos applications, de telle façon à ce qu'on n'ait pas ouvert des failles dans ce dispositif. Comme le disait Edouard à l'instant, d'abord c'est un sujet y compris en collaboration entière avec l'État, parce que le groupe SNCF, c'est d'abord un organisme d'importance vitale, et donc avec l'ANSSI, on a des entraînements, on a des campagnes de tests pour pouvoir percer nos sites. On s'est doté depuis maintenant presque 4 ans d'une Red Team, qui sont en fait des hackers blancs qui passent leur temps et leur journée à essayer de percer nos systèmes d'information. Et à chaque fois qu'ils trouvent une toute petite faille, pour la colmater. Mais aujourd'hui, oui, c'est des dizaines et des dizaines de collaborateurs qui sont sur le pont, sur ces sujets de cyber, parce qu'effectivement, on sait que dans le climat actuel et le contexte dans lequel nous sommes, les Jeux Olympiques seront un élément dans lequel la cyber aura malheureusement une place. Donc oui, on sera prêt. Deuxième sujet surtout, et je pense qu'avec mes 2 collègues c'est la même chose, on a surtout mis en place des plans de continuité d'activité pour le cas où un ou plusieurs de nos systèmes d'information sont en difficulté, de telle façon à ce qu'on ait les plans de remédiation, tous les plans de continuité d'activité. On sait que la mobilité sera un élément extrêmement important pour les Jeux. Il faut que les spectateurs, et je rappelle qu'il y a des spectateurs, mais il y a aussi des voyageurs du quotidien qui doivent continuer à pouvoir aller au boulot, aller à l'école, ou pas trop, mais surtout au spectacle. J'espère qu'ils n'iront plus à l'école entre le 26 et le 11 août, sinon c'est inquiétant. Mais il y aura la partie paralympique, comme tu le dis très justement. Et puis sur le sujet, mais qui est plus physique, c'est l'embauche d'équipes cynophiles pour pouvoir, comme vous le savez, je profite de ce forum pour le redire, s'il vous plaît, répétez à tous vos entourages qu'un bagage abandonné,
c'est vraiment une catastrophe pour nous. Parce qu'on évacue, et en particulier dans la période actuelle, on a baissé le niveau de décernement, c'est-à-dire qu'on évacue plus vite que toujours, et donc c'est des milliers et des milliers de voyageurs dans les trains, c'est des flux qui sont complètement interrompus, et ça c'est un travail qu'on fait avec Aéroports de Paris pour s'améliorer. Donc oui, la menace physique avec les bagages abandonnés ou autres avec des équipes cynophiles, et oui sur les cyberattaques, mais je dis que cyberattaques, en face de cela, nos entreprises, avec l'ANSSI et l'État, ont travaillé aussi à des plans de continuité d'activité. Pour rester un tout petit peu sur le sujet, il y a ces attaques, cyberattaques, avec peut-être un niveau de menace qui peut être renforcé pendant ces jeux. Mais il y a aussi toutes les menaces, on va dire, plus classiques auxquelles peuvent être confrontés les voyageurs, incivilité, vol, agression, qui concernent les franciliens, mais qui auront peut-être concerné aussi les spectateurs des jeux. Est-ce qu'il y a là eu un effort particulier? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises à ce niveau-là? Je dirais que ces mesures, elles existent tous les jours. On ne va pas faire quelque chose de spécial pour les Jeux. Je pense qu'on doit à nos voyageurs de voyager dans la plus grande sécurité, et je dirais surtout dans la plus grande sérénité. Donc oui, c'est des sujets que nous avons. Je rappelle qu'au titre du groupe, on a plus de 3000 agents qui sont dédiés à la sûreté dans les transports ferroviaires, en complémentarité avec les forces de l'ordre, parce que c'est vraiment un travail main dans la main dans ces sujets. Oui, c'est renforcé, avec plus de 20% d'agents de sécurité supplémentaires pendant cette période-là. Mais je veux surtout dire que c'est un sujet qui nous occupe tous les jours, pour que les voyageurs soient en sécurité, mais je dirais surtout en sérénité. Très bien. Pour terminer peut-être sur la question des héritages, donc je m'adresse à vous tous. Donc on a vu notamment que la prise en compte des passagers à mobilité réduite ou en situation de handicap était l'héritage majeur. Est-ce que vous avez d'autres exemples de choses qui pourraient vous servir dans le futur? On a mentionné la question de l'enregistrement des portées du bagage. Air France a su proposer ce service dans d'autres occasions. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est multi-compagnie, multi-assistant en escale. Donc ce n'est plus une compagnie, aussi grande soit-elle, avec son process à elle qu'elle déploie quelque part ou avec un partenaire. C'est toutes les compagnies ou presque, avec tous les assistants en escale sur 80 000 bagages pendant 3 jours. Donc, ça, ça c'est bien d'avoir le site d'enregistrement, mais c'est surtout intéressant de voir comment on réinjecte dans nos propres process bagages ces 80 000 et qu'on les répartit pour que chacun retrouve ses petits. Donc je pense que ça va être un vrai beau sujet d'héritage. Enfin, déjà, il va falloir faire un retour d'expérience et ensuite un sujet d'héritage. On a beaucoup parlé d'héritage process matériel, mais je crois que le plus bel héritage qu'on pourrait laisser des Jeux, et c'est pour ça qu'on est aussi tous motivés, c'est l'image de la France, l'image du savoir-faire français, l'image de la ville de Paris et des villes qui vont accueillir les compétitions, nos savoir-faire en tant qu'entreprise française. On en profitera nous aussi pour nous installer au cœur de Paris. Donc le savoir-faire, il va falloir le démontrer en opérationnel dans les aéroports, dans les gares, mais on sera au cœur de Paris, on sera au Palais de Tokyo, on ouvrira un restaurant Air France au Palais de Tokyo où on pourra déguster les menus de nos chefs étoilés à bord, donc il sera ouvert au grand public, on pourra aussi montrer nos produits, et pendant les Paralympiques, on déménagera à Spot 24, au pied de la Tour Eiffel. Je crois que l'enjeu, c'est que toutes les entreprises françaises et tous les Français démontrent ce qu'est la France, les valeurs, et puis le fait que je pense que nos entreprises ont à cœur les valeurs olympiques, les valeurs d'excellence et les valeurs d'esprit d'équipe. Voilà, donc l'enjeu, c'est qu'en fin de JO et de Jeux paralympiques, on puisse laisser cette trace. J'aurais pas dit beaucoup mieux qu'Anne. Moi, j'ai essayé de le résumer en 4 mots. L'héritage, c'est qu'on ait mieux géré l'affluence. C'est-à-dire que ça a été l'occasion et le défi sur les flux qui sont inédits. Et donc, je pense que sur ce sujet-là, c'est l'innovation que je vous présentais tout à l'heure avec comment on voit mieux les trains avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, moi, le sujet de l'affluence est un sujet très important. On transporte quotidiennement plus de 5 millions de Français. Donc ça, c'est un héritage pour nous qui sera très important. L'hospitalité, je pense que c'est la bonne occasion pour nous trois de démontrer que nous avons au cœur de nos valeurs réussir l'hospitalité.
et en tout cas je parle pour mon entreprise, on sait qu'on a des progrès à faire, en particulier sur les langues. L'outil Trad SNCF qu'on va doter pour près de 50 000 agences, 130 langues avec de l'IA générative, et surtout aider nos collaborateurs de ne pas être perdus par quelqu'un qui est lui-même perdu dans une langue qu'il ne comprend pas bien ou qu'il indiquerait mal. Donc ça, c'est le deuxième point pour moi, c'est l'hospitalité. Troisième point, c'est l'accessibilité. Je pense qu'on en a parlé beaucoup tous les trois. Et enfin, je pense que pour conclure sur ce point-là, je pense que la démonstration de ce podium, c'est aussi l'intermodalité et démontrer que cette intermodalité, alors pour nous sur le mode terrestre, c'est entre les différents modes, je dirais train et routier, service public, mais là, l'occasion m'en est donnée sur l'intermodalité avec l'air, parce que je rappelle que dans la candidature de Paris 2024, c'était tout en transport public. Et donc là-dessus, je pense que ça sera une démonstration qu'en France, on est capable de le faire. Édouard et Anne l'ont rappelé, on a été capable de le démontrer aussi pendant la Coupe du Monde de rugby. C'était pas du tout la même dimension. Entre guillemets, ce qu'on a réussi à faire pendant la Coupe du Monde de rugby en 3 mois, on va être obligé de le faire en 3 semaines, avec des flux complètement différents. Donc c'est ce défi-là aussi. Et j'ai envie de dire un tout petit mot, on a hâte d'y être, les cheminotes et les cheminots ont hâte d'y être. Et dans l'héritage, j'espère que nous aurons, c'est la fierté d'avoir réussi les Jeux. Bon, ça suffit comme conclusion, mais je voulais juste compléter. La préparation de tout ce qu'on a dit, je pense, à rapprocher la communauté aéroportuaire. Nous, si on était partenaire des Jeux, c'est pour la communauté aéroportuaire. Je pense que tout ce qu'on a dit nous a beaucoup rapprochés les uns les autres, et c'est aussi une des vertus de cet exercice. Je voulais vous poser une dernière question à tous, mais je pense que vous avez en partie répondu, mais c'était de savoir est-ce que les Jeux Olympiques pour les transports sont une bonne affaire? Personne ne se lance. Je vais répondre comme ça, je vais parler du train, hein, ça vous laissera réfléchir sur l'aérien. On l'a dit, les Jeux Olympiques, contrairement à la Coupe du Monde du rugby, la Coupe du Monde de rugby, c'était une bonne affaire parce que c'est un moment où il y avait peu de trafic pour nous. Je le dis pour le groupe SNCF, on était au mois d'octobre, enfin septembre-octobre, c'était un mois où il n'y a pas beaucoup de loisirs. Et donc ça a été un moment où ça nous a permis de transporter 2 millions de voyageurs supplémentaires par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, je dirais que les Jeux Olympiques, c'est plutôt un défi supplémentaire parce qu'on est au cœur de l'été. Le 26 juillet au 11 août, c'est le moment où nous déplaçons le plus de voyageurs pour le loisir. Mais en revanche, c'est une bonne affaire, entre guillemets, pour nous, parce que ça nous a permis de libérer des moments où on n'a pas beaucoup de professionnels, entre le 26 juillet et le 11 août, et du coup, ça a laissé un peu plus de place pour le loisir. Je dirais juste un mot pendant les Jeux Olympiques, en tout cas pour le SNCF Voyageurs, on n'a pas changé les prix, il n'y a pas eu de tarif JO, et donc j'espère que ça sera surtout une bonne affaire pour les voyageurs pour découvrir le train. Je pense que les Jeux d'hiver peuvent être une bonne affaire pour une compagnie aérienne, mais on l'a vu sur tous les Jeux olympiques précédents. Très clairement, de toute façon, on fait voler toute notre flotte. Les avions sont rarement vides l'été, ils sont de toute façon pleins. Les Jeux peuvent même avoir un effet repoussoir pour un touriste qui vient juste visiter Paris, par exemple. Donc non, on n'en attend pas des retombées fantastiques à court terme. En revanche, c'est vraiment l'héritage et l'image et ce que la France peut porter qui peut effectivement nourrir, je dirais, nos affaires pour l'avenir. Même réponse, pas de trafic en plus, puisqu'on est déjà à la pointe. Et en revanche, un enjeu de démonstration et de qualité de ce qu'on peut faire et de donner envie de revenir. Anne Rigail, Édouard Arkwright, Christophe Aniché, il me reste à vous remercier et remercier tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui et vous souhaiter une bonne journée.